La police vient d'arriver dans ce bois. Au milieu, ce que vous pouvez apercevoir, c'est de la terre fraîchement retournée. Évidemment, si des enquêteurs se trouvent ici, ce n'est pas bon signe du tout. En fait, ils savent déjà ce qu'ils sont venus chercher. Ils doivent juste creuser pour le trouver. La découverte va les choquer. Ce qu'il s'est passé dans ce bois, personne n'aurait pu l'imaginer. Et pourtant, c'est arrivé. Alors, comment en est-on arrivé à l'une des affaires criminelles les plus barbares qui puissent exister ? Je vous raconte tout ça, installez-vous bien. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue à nouveau pour cette nouvelle enquête avec une fin particulièrement choquante. Je ne vous en dis pas plus, et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour qu'on essaye d'atteindre le palier des 300 000 abonnés. La ville de Charleston, qui se situe en Caroline du Sud aux États-Unis, est un peu particulière. Déjà, elle est surnommée la ville sainte, du fait des nombreuses églises qu'elle abrite. Mais surtout, elle est le repère de certaines des plus anciennes et des plus riches familles d'Amérique, celles qui ont fait partie de la noblesse et de la bourgeoisie américaine. Bon, certaines familles traînent quelques casseroles, parce qu'elles sont devenues riches, mais de manière un peu immorale, notamment avec le commerce des esclaves. Quoi qu'il en soit, le mercredi 18 février 1987, le calme de cette charmante commune est brisé par un vacarme sans précédent en plein milieu d'une rue résidentielle. Carol Bronson, une mère de famille, sort en courant de sa maison. Derrière elle, il y a son époux qui se tient là, sans bouger. Carol est bien en train d'essayer de s'enfuir, parce que son mari, lui, tient un pistolet. Il a le bras tendu, il est concentré et vise sa cible. Bam! Un coup de feu retentit. La femme s'effondre, grièvement blessée. Elle ne peut plus se relever. Et même si elle le pouvait, son assaillant ne lui laisse aucune chance. Le voilà se tenant au-dessus d'elle. Plusieurs coups de feu claquent au milieu de ce quartier tranquille. 6 en tout. C'est une véritable exécution. Le tout sous les yeux terrifiés de la fille du couple, Rhonda. Après avoir vidé son chargeur, le père se tourne vers sa fille et lui dit qu'il doit partir désormais. Et effectivement, il grimpe dans sa voiture avant de s'enfuir à toute allure. Alors, pourquoi ce père de famille a-t-il soudainement craqué, au point de vouloir tuer de sang-froid sa femme ? Eh bien, justement, parce qu'il s'apprêtait à ne plus l'être, et qu'il est une personne extrêmement abusive envers son épouse. Elle vivait dans la crainte de cet homme constamment, et a fini par demander le divorce pour ne plus avoir à le côtoyer. De cette façon, elle souhaitait aussi protéger sa fille de ce personnage particulièrement violent. Carol avait d'ailleurs réussi à obtenir une ordonnance d'éloignement de son époux, qui ne vivait plus avec elle, ni sa fille. Mais l'alcool et une instabilité psychique l'ont fait franchir le pas au point de commettre l'irréparable. Maintenant, le voici sur la route, en train de fuir tandis que son épouse est prise en charge d'urgence par une équipe médicale. Parce que oui, elle est toujours en vie, ce qui est un véritable miracle. Et ironie du sort, si Carol survit pour le moment, le mari violent, lui, met fin à ses jours dans sa voiture. Alors Carol est en vie, mais durant des jours, son état reste très préoccupant. Et personne ne sait si elle va réussir à sortir vivante de cette épreuve. Pourtant, elle déjoue les pronostics, et la voici stabilisée. Pour le plus grand bonheur de Rhonda qui a bien failli perdre ses 2 parents, coup sur coup. Bon, Carol doit tout de même lutter des mois entiers pour être en capacité de marcher à nouveau. Elle a également perdu la vue d'un œil et c'est difficile de se remettre sur pied. Elle y parvient finalement. Sauf que la malchance continue de la poursuivre. 8 ans plus tard, elle apprend que le sang qui lui a été transfusé pour lui sauver la vie le jour de cette tentative de meurtre est en fait contaminé. Elle est atteinte d'hépatite C. Il s'agit d'une infection virale qui touche principalement le foie et qui peut dégénérer en une cirrhose, voire un cancer si elle n'est pas dépistée à temps. Et bien sûr, elle peut entraîner la mort. Ça, c'est un nouveau coup dur pour Carol, qui doit à nouveau lutter pour sa vie. Mais comme c'est une femme forte, elle s'en sort. Et finalement, réussit à reprendre une vie normale. Elle travaille à présent dans un centre d'appel, pour une entreprise proposant la télé par câble. Cet emploi va encore changer sa vie. Parce qu'un jour, au beau milieu de l'an 2000, elle répond à l'appel d'un client. Il se présente comme Reggie Sumner. Reggie Sumner, ce n'est pas n'importe qui. C'est le premier amour de Carol au lycée.
Et comme la vie fait bien les choses, les deux reprennent contact avant de tomber amoureux à nouveau. Au bout de quelques temps, ils décident de quitter la Caroline du Sud pour la Floride et s'installent dans la maison secondaire de Reggie à Jacksonville. Rhonda, quant à elle, est devenue une maman épanouie. Mais elle garde contact avec sa mère et Reggie très régulièrement, principalement par téléphone. Seulement, voilà, ce jour de juillet 2005, les appels de Rhonda restent sans réponse, alors qu'elle est déjà sans nouvelles de sa mère depuis plusieurs jours. Elle répète ses tentatives une semaine durant. Le résultat est toujours le même, un répondeur qui s'enclenche. Alors, Rhonda décide de faire le trajet jusqu'à la maison de Reggie et Carol, à Jacksonville. Tandis qu'elle arrive devant leur domicile, premier point curieux, la voiture du couple n'est pas là. Rhonda possède un double des clés, donc elle entre. Et deuxième élément troublant, la maison est en désordre. Mais un désordre un peu particulier, comme si les gens qui habitaient cette maison s'étaient juste levés d'un coup pour partir. Il y a des assiettes avec de la nourriture sur la table, de la vaisselle dans l'évier, et à l'évidence, tout est resté à cet endroit depuis des jours. Si Carol et Reggie étaient partis en voyage, pourquoi aurait-il laissé la maison dans cet état ? Alors, j'ai un ami qui serait capable de faire ça, mais visiblement, dans le cas de ce couple, c'est inhabituel. Et surtout, s'ils étaient partis en vacances, Carol et Reggie auraient emporté avec eux leurs médicaments. Or, ils sont présents sur le comptoir de la cuisine, dans la chambre et dans le frigo. Reggie est atteint de diabète. Jamais il n'aurait quitté les lieux sans son traitement. La situation est extrêmement inquiétante pour Rhonda, qui ne perd pas une seule seconde et dépose un avis de disparition auprès de la police de Jacksonville. Des agents se rendent sur place et font les mêmes constatations que la fille du couple. Mais comme elle sait que les heures sont peut-être comptées, notamment parce qu'il s'agit de personnes un peu fragiles, elle signale également la disparition aux chaînes de télévision locales. Les enquêteurs de Jacksonville, quant à eux, trouvent inquiétante la disparition du couple Sumner. Rhonda, elle, pense carrément qu'ils ont été enlevés pour une rançon. Et c'est elle qui semble bien la plus proche de la vérité. La police commence son investigation sur la disparition du couple Sumner. Comme la voiture n'est pas présente dans le garage, ni dans l'allée de la maison, la plaque d'immatriculation du véhicule, ainsi que sa description, sont transmises au niveau national. C'est de cette façon que la voiture est repérée. Et visiblement, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Le véhicule est abandonné dans le comté de Baker, à 1 heure de route environ à l'ouest de Jacksonville. Il se trouve au milieu d'une zone abandonnée, à l'écart d'un sentier. Manifestement, la batterie a été retirée, mais le plus inquiétant se trouve dans le coffre. En l'ouvrant, les agents peuvent voir 4 pelles, avec de la terre dessus, ainsi que 2 rouleaux de ruban adhésif. Cette trouvaille oriente immédiatement les inspecteurs sur la piste de l'enlèvement, voire pire. Et le pire est sérieusement envisagé quand la police se penche sur les mouvements bancaires du couple. Alors cela pourrait être une nouvelle rassurante et c'est ce qu'espèrent les agents en visionnant l'image de vidéosurveillance capturée par la caméra du distributeur de billets. Malheureusement, quand les bandes sont visionnées, ce n'est ni Reggie ni Carol qui apparaissent, mais un jeune homme d'une 20aine d'années ou début de 30aine maximum. Qui est-il ? Et pourquoi est-il en possession de la carte bancaire du couple ? À ce stade, les policiers voient un tableau dangereux se dessiner. Il y a 2 personnes fragiles ayant du mal à se déplacer qui ont disparu. Leur voiture est retrouvée abandonnée. Et un inconnu a effectué un retrait d'argent dans un autre état, avec leur carte bancaire. L'inquiétude grimpe d'un cran. C'est précisément à cet instant qu'un coup de téléphone improbable survient. Le commissariat de Jacksonville est contacté par un homme. Il s'annonce comme étant Reggie Sumner, la personne recherchée. Il dit que tout va bien, qu'il est en bonne santé tout comme sa compagne Carol, qui se tient juste à côté de lui d'ailleurs. Les policiers demandent à lui parler également. Et c'est bien une femme qui répond, en assurant qu'elle est Carol. Si le couple appelle, c'est pour 2 raisons. Parce qu'un voisin les aurait contactés ce matin même pour leur signaler que leur garage était ouvert et leur voiture aurait été volée. Mais aussi parce que leurs cartes bancaires ont été bloquées suite au déclenchement de la procédure de disparition par les autorités. Et sans argent, ils sont bloqués. Alors ils aimeraient avoir accès à leurs fonds à nouveau. Et comme cette histoire n'a ni queue ni tête et que, disons-le, ça pue, les inspecteurs font venir Rhonda, la fille de Carol, afin qu'elle écoute cette conversation. Les agents demandent au couple où il se trouve.
Reggie répond qu'ils sont actuellement à Corpus, dans le Delaware. Et Moreau, le monteur de cette vidéo, n'a sûrement pas réussi à vous montrer cette ville sur une carte. Parce qu'elle n'existe pas. En tout cas, pas dans l'état du Delaware. Ce n'est pas le seul mensonge découvert par les policiers. Parce que Rhonda est catégorique. Les gens qui parlent à l'autre bout de la ligne ne sont ni sa mère, ni son conjoint. C'est une révélation choquante. D'autant plus que les imposteurs semblent connaître parfaitement ce dont ils usurpent l'identité. En observant de plus près les enregistrements vidéo du distributeur de billets, les enquêteurs réussissent à identifier le modèle de la voiture de l'individu. C'est une Mazda RX-8 argentée. Le conducteur est un jeune homme blanc, tatoué, et avec les cheveux très courts. C'est donc lui qu'il faut intercepter. Alors la police échafaude un plan et décide de réactiver les cartes bancaires du couple. Le but est de suivre les mouvements d'argent pour remonter jusqu'au suspect. En attendant, les inspecteurs contrôlent les relevés téléphoniques du numéro avec lequel l'imposteur les a contactés. Évidemment, les informations personnelles de cet individu sont fausses. Mais ce qui intéresse les policiers, ce sont les coups de téléphone qu'il a passés. Et il y en a un qui retient leur attention. Un appel à un centre de location de voitures nommé Triangle Rental Cars, situé à Charleston, en Caroline du Sud. Voilà une très bonne piste. Les enquêteurs demandent au dirigeant s'il a loué une Mazda RX-8 récemment. Et il confirme. Il y a un modèle de la sorte qui est loué à une certaine Tiffany Cole. Mais qui est-elle ? À l'évidence, pas la personne observée sur les images de vidéosurveillance de la banque. Peut-être qu'il s'agit alors de la femme qui a prétendu être Carole lors du coup de fil des policiers. Les enquêteurs font alors ce qu'ils font de mieux. Ils enquêtent. C'est comme ça qu'ils découvrent que Tiffany Cole connaît très bien le couple Sumner. Elle était leur voisine quand ils vivaient en Caroline du Sud. Leur relation allait même beaucoup plus loin que cela. Carole et Reggie étaient littéralement comme des grands-parents pour Tiffany. Née en 1981, elle a connu un début de vie extrêmement difficile. Sa mère l'a mise au monde alors qu'elle n'avait que 15 ans. Son père, quant à lui, était déjà en prison à ce moment pour une série de cambriolages et ne l'a pas vu naître. La famille ne se réunit que 3 ans plus tard, à la sortie de prison du père. Mais cela ne dure pas. La mère de Tiffany décidant de le quitter et de se remarier avec un autre homme. Sauf que cette nouvelle cellule familiale est tout sauf saine. Le beau-père de Tiffany est violent avec elle et son frère. Il abuse même sexuellement de la jeune fille, dont le comportement se met à changer drastiquement. Et pour vous décrire la cruauté de ce beau-père, un jour, celui-ci a attrapé le chiot de Tiffany, encore enfant, avant de le jeter brutalement contre un mur, brisant la nuque de l'animal. Puis finalement, elle tombe dans la drogue et l'alcool, alors qu'elle n'est qu'une adolescente. L'école ne lui plaît plus non plus, donc elle décide de mettre un terme à son cursus scolaire, tandis qu'elle est en plein lycée. Mais étonnamment, elle retrouve le droit chemin avec son père biologique. À 18 ans, elle apprend qu'il est atteint d'un cancer. Tiffany rejoint son père pour prendre soin de lui. C'est comme ça qu'elle devient la voisine de Carole et Reggie, un couple absolument incroyable, qui comprend que cette jeune femme porte sur ses épaules une responsabilité démentielle en s'occupant de son père gravement malade. Les Sumner apportent donc tout leur soutien à cette jeune femme de 18 ans à peine. Ils l'aident financièrement, lui apportent des courses, l'invitent à manger chez eux et, réellement, ils représentent la famille que Tiffany n'a jamais eue. Mais voilà, en février 2005, Carole et Reggie songent à quitter la Caroline du Sud pour la Floride et font cette annonce à leur voisine qui le prend très mal. Son cœur se brise à ce moment. Une fois encore, elle se sent abandonnée. Elle est triste mais elle n'a pas le choix que d'accepter leur départ. Après cela, l'état de santé de son père se dégrade encore un peu plus. Tiffany fait de son mieux pour prendre soin de lui, mais elle n'y arrive plus. Mentalement, la charge est devenue insupportable. Alors elle fuit la maison et se débrouille comme elle peut dans la rue pour survivre. C'est en vendant de la drogue qu'elle parvient à se faire un petit pécule chaque mois. Et celui-ci suffit pour être indépendante et surtout faire la fête. C'est dans ces circonstances qu'elle rencontre un certain Michael Jackson au cours du mois de mai 2005. Attention, pas le bon Michael Jackson. Enfin, je sais pas si bon est le terme adéquat. Quoi qu'il en soit, Michael est une petite frappe du coin, sans être violent pour autant. Lui, ce sont les escroqueries et la manipulation qui sont ses spécialités. C'est de ça qu'il vit. Tout comme Tiffany, il n'a pas eu une enfance facile. Ses parents l'ont abandonné et il a été élevé par sa grand-mère,
avant de se mettre à traîner dans la rue pour y commettre ses premiers délits. Et croyez-le ou non, sa relation avec Tiffany commence par un vol. Michael dérobe des doses de drogue à la jeune femme, qui s'en aperçoit et le confronte directement. Mais comme c'est un beau parleur, il réussit à se faire pardonner. Et c'est ainsi qu'un couple vient de se créer. Les deux se découvrent une passion pour la fête. Alors comme rien ne les retient à Charleston, ils s'organisent un voyage en plusieurs étapes pour aller s'amuser dans plusieurs villes du pays. Ils commencent par Myrtle Beach, au nord de Charleston, avant de rejoindre Jacksonville, là où vit le meilleur ami de Michael, Alan Wade. Vous devez vous poser la question du père mourant de Tiffany. Eh bien, elle le laisse mourir. Voilà, je ne peux rien vous dire d'autre. C'est littéralement ce qu'il s'est passé. Elle est partie faire la fête et l'a abandonné. En juillet 2005, Tiffany et Michael rejoignent donc Alan Wade, qui est âgé de 18 ans, et s'installent chez lui. Enfin, chez sa mère plutôt. Ce cycle est répété jusqu'à ce que la mère d'Alan n'en puisse plus, et décide de mettre tout ce beau monde à la porte de chez elle, sauf son fils, bien sûr. Et là, c'est un problème pour le couple. Parce que le cycle de vie que je viens de vous mentionner est réalisable, à condition d'avoir de l'argent. Ce que plus personne ne possède. Heureusement, il y a des personnes dans le coin sur qui Tiffany peut compter. Les Sumner. Évidemment, Carol et Reggie acceptent avec plaisir d'héberger la jeune femme et son copain. Cela fait si longtemps qu'ils ne l'ont pas vue, et ils sont heureux de renouer avec Tiffany. Oui, mais voilà, aujourd'hui ils ont disparu. Et Tiffany Cole a loué une Mazda RX-8, qui est le modèle apparu sur la vidéosurveillance, montrant un homme retirant de l'argent avec la carte bancaire des Sumner. Pour bien comprendre, les enquêteurs doivent mettre la main sur Tiffany. Cela tombe bien, ils savent comment ils pourraient obtenir l'information, en allant voir son frère, qui est aussi devenu un voyou dans la région de Charleston. Les policiers vont droit au but avec lui, et appliquent une pression monstre immédiatement en lui disant que s'il ne parle pas, il pourrait bien mettre en péril sa libération conditionnelle. Bien vu. Le frère de Tiffany annonce que sa sœur se trouve dans un hôtel du coin, en compagnie de Michael, son petit ami. Les inspecteurs ont enfin une piste sérieuse. Et si Tiffany et Michael retenaient le couple Sumner prisonnier dans cet hôtel ? La police avance bien dans la disparition du couple Sumner, et elle espère même le retrouver vivant dans cet hôtel. L'espoir d'un dénouement heureux grandit même un peu plus lorsque les enquêteurs découvrent que Tiffany Cole a réservé 2 chambres dans cet établissement. Le temps presse. Alors une équipe d'intervention est mise en place afin d'interpeller les suspects. Les agents entrent de force dans la première chambre. Là, ils tombent nez à nez avec Michael Jackson. Sous les couvertures se trouve le deuxième suspect, en la personne de Tiffany Cole. Tous les deux sont placés en état d'arrestation. Maintenant, c'est au tour de la deuxième chambre d'être visitée. Et surprise, il y a quelqu'un. En fait, la surprise, c'est plutôt qu'il n'y a qu'une seule personne. Un jeune homme, et il s'appelle Alan Wade. Il n'y a aucune trace de Reggie ou Carol. En revanche, il y a des indices importants qui sont découverts, notamment sur Michael au moment de la fouille, puisque dans son pantalon se trouve la carte bancaire du couple disparu. Et dans les chambres, un chéquier est découvert. La carte d'identité de Reggie s'y trouve également. Mais surtout, il y a les clés de la voiture des Sumner. Souvenez-vous, c'est ce véhicule qui avait été abandonné à 1 heure de route de Jacksonville et où, à l'intérieur, des pelles ainsi que des rouleaux de ruban adhésif y avaient été découverts. Enfin, dans la voiture qui a permis au duo de se déplacer, ce sont des pièces de collection en or qui sont saisies par les policiers. Là encore, il s'agit d'une preuve, puisque cette collection appartient à Reggie, en réalité. La grande question à présent est où se trouve le couple Sumner ? Et la réponse, a priori, ce sont ces 3 individus qui l'ont. La police utilise alors une stratégie classique, mais ô combien efficace. Elle sépare chaque membre de ce trio pour les interroger séparément et leur faire commettre un faux pas. Pourtant, lors des premières questions, Alan Wade refuse de dire un seul mot. Tiffany Cole et Michael Jackson, eux, nient toute implication dans l'enlèvement du couple disparu. Sauf que les agents ne sont pas nés de la dernière pluie. Et ils savent que c'est au cours des heures à venir, sous une pression intense, que l'un d'entre eux va finir par lâcher le morceau. C'est exactement ce qu'il se produit, et c'est exactement la personne qu'ils avaient ciblée qui parle, Tiffany Cole. La jeune femme explique que le jour où ils ont été mis à la porte de la maison d'Alan Wade, ils se sont rendus chez les Sumner pour y passer la nuit,
avant de repartir le lendemain pour Charleston. La soirée s'est donc déroulée normalement. Carol a raconté à Tiffany qu'elle et Reggie venaient de vendre leur maison en Caroline du Sud et qu'ils avaient fait une belle plus-value de 100 000 $. Après avoir mangé et discuté, tout le monde est allé se coucher. Sauf que l'information de la plus-value n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Et Michael dit à Tiffany qu'il pourrait dérober des affaires appartenant au Sumner. Et sûrement du liquide aussi. Au départ, Tiffany n'est pas très motivée à l'idée de voler ceux qui l'ont aidée. Mais elle se fait tout de même convaincre par son grand baratineur de petit ami. Alors que le couple dort paisiblement, ils fouillent la maison à la recherche des objets de valeur. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent, quand ils tombent sur les relevés bancaires des Sumner. Et les comptes du couple sont bien remplis, notamment grâce à la vente de la maison. Il y a près de 100 000 $ dormant à la banque. C'est alors que Michael réfléchit. Il se dit qu'il vaut mieux ne pas commettre de cambriolage ce soir-là, mais revenir plus tard avec l'objectif de voler les Sumner et surtout d'obtenir les accès aux comptes bancaires. C'est exactement ce qu'il se produit. Il met en place un plan afin de mettre la main sur ce pactole. Mais pour ça, il a besoin de plus de monde. Il va alors voir son ami Alan Wade. Il lui raconte qu'il a l'intention de dépouiller les Sumner et que pour ça, il doit leur faire dire les codes d'accès aux comptes bancaires. Alan accepte de participer. Il amène même avec lui un autre garçon de 18 ans, Bruce Nixon, un copain à lui. En apprenant ce nouveau nom, les policiers font aussitôt une recherche et, surprise, ce garçon n'a absolument aucun antécédent judiciaire. Les inspecteurs partent à sa recherche. Ils le localisent facilement et le placent en garde à vue avec les 3 autres suspects. Ils discutent avec lui également. Et Bruce se met à table sans hésiter. D'après lui, Michael a échafaudé le plan suivant. Le but est de réussir à entrer chez les Sumner, en trouvant une excuse. Ça, c'est le rôle d'Alan et Bruce. Ils vont toquer chez le couple en demandant s'ils peuvent utiliser leur téléphone, pour une urgence. Ensuite, Michael les rejoindra. Et l'objectif est de faire peur au couple, pour obtenir les cartes de crédit, les chéquiers, ainsi que tous les codes d'accès aux comptes bancaires. Mais attention, pour réussir à faire peur aux Sumner, il faut les sortir de la maison et les emmener ailleurs. Autrement dit, c'est un enlèvement qui est planifié. Bruce ajoute que Michael lui a demandé de trouver un endroit pour mettre en œuvre ce plan. Il a alors conduit tout le monde dans un lieu isolé, en pleine nature. Là, pour faire un maximum d'effet à leurs victimes, Michael suggère de creuser des tombes en avance, afin de laisser penser aux Sumner qu'ils seraient tués s'ils ne coopèrent pas totalement. D'ailleurs, les propos de Bruce sont appuyés par la vidéo d'un magasin de bricolage du coin où Tiffany et Michael sont aperçus en train d'acheter du ruban adhésif, des gants, ainsi que des colliers de serrage en plastique. Tout le nécessaire pour enlever des personnes. Et bien sûr, ces achats ont lieu avant l'enlèvement. La date du vendredi 8 juillet 2005 est cochée pour le passage à l'acte. C'est à 22h précisément que tout commencera. Sauf que tout va changer au dernier moment. Et cette affaire va prendre une tournure encore plus horrible. Nous voici donc le vendredi 8 juillet 2005. Il est 22h et c'est le moment de passer à l'action pour les voleurs. Bruce Nixon et Alan Wade toquent au battant des Sumner et c'est Carol qui leur ouvre la porte. Les 2 jeunes hommes de 18 ans à peine lui disent qu'ils viennent de tomber en panne et demandent s'ils peuvent utiliser le téléphone. Carol, qui ne se doute de rien et qui a grand cœur, accepte évidemment de les laisser entrer. Voilà la première étape du plan réussie. Les 2 premiers complices viennent de s'introduire chez leur cible. En entrant dans la maison, discrètement, Bruce et Alan mettent leurs gants. Ensuite, une fois devant le téléphone, ils arrachent la prise pour que personne ne puisse passer d'appel d'urgence. L'un des 2 ravisseurs dégaine une arme factice. Pris au dépourvu, le couple ne bronche pas et obéit aux ordres qui leur sont donnés. Carol et Reggie doivent s'asseoir sur le canapé, sans faire de bruit. Puis ils sont ligotés à l'aide du ruban adhésif. Ils sont aussi bâillonnés, toujours à l'aide du ruban qui est également appliqué au niveau de leurs yeux. Seuls leurs nez ne sont pas recouverts afin qu'ils puissent respirer. Alors, dans leur bêtise, ils ont quand même été suffisamment malins pour ne pas les asphyxier. Parce que oui, il y a encore plus bête qu'eux. Certains criminels étouffent involontairement leurs victimes en bouchant leur voie respiratoire. Quoi qu'il en soit, les Sumner sont immobilisés. Alan en profite pour faire le tour de la maison,
et emporter un maximum d'objets de valeur. Pendant ce temps, Tiffany et Michael attendent à l'extérieur, dans la voiture. Au bout de quelques minutes, les complices à l'intérieur de la maison préviennent Michael qu'il peut les rejoindre pour les aider à trouver les fichiers bancaires. Une fois que les ravisseurs ont mis la main sur tout ce qu'ils étaient venus chercher, ils font sortir Carol et Reggie, puis les forcent à monter dans le coffre de la voiture, la Mazda RX-8. C'est alors un trajet long de 40 minutes qui débute. Une fois arrivé dans les bois, Michael ouvre le coffre. Et là, surprise. Enfin, mauvaise surprise, parce qu'avec la chaleur à l'intérieur de cette partie de la voiture, le ruban adhésif s'est décollé. Et celui-ci n'est plus présent sur les yeux des Sumner, qui reconnaissent Michael. Il ordonne donc à Alan de leur remettre les bâillons. Ils partent ensuite tous les deux avec le couple vers les tombes. Tiffany et Bruce, eux, restent au niveau de la voiture en pensant qu'ils vont simplement faire peur au couple avant de revenir. Mais ils sont bien naïfs et pour deux raisons. La première, c'est que les Sumner ont vu leur ravisseur, dont un qu'ils connaissent. Il paraît évident que s'ils sont relâchés, tout ce beau monde finira en prison. La seconde, c'est que pour dépenser les 100 000 $ présents sur les comptes bancaires à l'aide des cartes de crédit et des chéquiers, cela va prendre un bon moment. Or, pour profiter de cet argent, il faut que ni Reggie ni Carol ne s'opposent aux transactions. Et il faut même aller plus loin. Il faut usurper l'identité de ces personnes pour tirer bénéfice de cette somme. Alors, cela semble évident. Mais dès le départ, il n'était pas question que le couple Sumner sorte vivant de ce bois. Michael a simplement fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire manipuler des gens naïfs. S'il avait annoncé qu'un double meurtre aurait lieu, certains complices auraient pu être réticents. Sauf que maintenant, c'est lui le maître de la partie. Et ce n'est pas bon signe pour les Sumner. Ils sont poussés au fond des tombes. Et alors qu'Alan et Michael commencent à les ensevelir vivants, ils exigent qu'ils leur donnent les codes des cartes bancaires. Autrement, ils mourront enterrés. Reggie et Carol crient leurs données bancaires pour sauver leur vie. Les ravisseurs obtiennent tous les renseignements nécessaires. Mais pourtant, les coups de pelle ne s'arrêtent pas. Michael ordonne à Alan de continuer à recouvrir les victimes de terre. Il faut dire qu'il est convaincant. S'il reste en vie, tout le monde ira en prison pour les raisons déjà évoquées. C'est ainsi que Reggie et Carol Sumner sont enterrés vivants au milieu du bois, sans aucune pitié. C'est un acte purement barbare. Avec ces versions de Tiffany et Bruce, les agents se présentent face à celui qui a mis en place ce plan horrible, Michael Jackson. Il reconnaît l'enlèvement. Par contre, il affirme que ce sont Alan et Bruce qui étaient aux manettes depuis le début. Lui, il a juste fait des propositions. Le suspect insiste sur ce point. D'ailleurs, ce sont Alan et Bruce qui sont entrés dans la maison. Cela montre bien qu'ils étaient les plus déterminés. Pour les policiers, cela ne tient pas. S'ils étaient les têtes pensantes, pourquoi est-ce que c'est Michael qui détenait les cartes de crédit? Pourquoi est-ce que c'est lui qui se faisait passer pour Reggie? Pourquoi c'est lui qui allait retirer l'argent au distributeur? Et puis, son profil d'escroc et d'arnaqueur laisse difficilement penser qu'il a pu se faire manipuler par d'autres personnes. En plus, pas de chance. Michael ne semble pas avoir embauché des génies, surtout en ce qui concerne Bruce Nixon. Le jeune homme raconte aux policiers qu'après le meurtre, Michael lui a donné une forte somme d'argent en espèces. Ensuite, il devait simplement rentrer chez lui et se taire. Sauf qu'au contraire, Bruce a décidé de parler. Il montre sa liasse de billets à ses amis et dit à qui veut l'entendre qu'il a un nouveau travail. Et ce nouveau travail consiste à tuer des gens. Comme Bruce Nixon aime parler, les policiers l'emmènent sur le lieu du crime pour une reconstitution. Bruce les conduit dans le comté de Charlton, qui se situe dans l'état voisin de la Géorgie. C'est là-bas que les corps de Reggie et Carol sont enterrés. Une fois dans les bois, Bruce s'effondre. Il pleure et se met à regretter l'acte auquel il a participé. Cependant, le mal est fait, et les corps du couple sont extraits de la terre avant d'être envoyés chez le médecin légiste pour une autopsie. L'expert confirme que Reggie et Carol sont décédés à la suite d'une asphyxie, après avoir été enterrés vivants. Il précise que les tueurs ont envoyé la terre coup de pelle après coup de pelle, recouvrant d'abord les pieds, puis la poitrine, et enfin la tête des victimes. À ce moment, même s'ils étaient totalement recouverts de terre, le couple essayait tout de même de respirer, ce qui est un réflexe de survie. Et donc, la terre a pénétré les voies respiratoires.
les obstruant. Il y a une montagne de preuves contre les suspects. C'est donc sans aucun scrupule, au regard de ce double homicide barbare, que le procureur inculpe les 4 complices pour meurtre avec préméditation. Ce crime étant jugé en Floride, la peine de mort est en jeu. Bruce Nixon a cependant un atout dans sa manche. Le fait d'être un témoin clé pour l'accusation et le procureur. Il a conduit les policiers jusqu'à l'endroit où les victimes ont été enterrées. Il est celui qui a détaillé toute l'histoire. Alors, pour ces raisons, un accord lui est proposé. Il ne passera que 45 ans derrière les barreaux s'il plaide coupable et raconte tous les faits devant le jury populaire au moment du procès. Le jeune homme accepte cet accord. Michael Jackson et Tiffany Cole reconnaissent avoir participé au cambriolage, mais réfutent les accusations de meurtre. Pour le jury, cela ne tient pas, et ils sont reconnus coupables de meurtre avec préméditation. Alan Wade, quant à lui, refuse carrément de plaider. Mais il est tout de même reconnu coupable également. Les 3 complices sont donc condamnés à la peine de mort en octobre 2007. Sauf que la loi américaine est passée par là. Et pour que la peine de mort soit appliquée, il faut un vote unanime, ce qui n'a pas été le cas pour ces 3 individus. Il y a donc eu un nouveau vote pour chacun des accusés. Et Tiffany Cole, ainsi qu'Alan Wade, ont vu leur peine de mort changer en une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle en 2017. En revanche, la peine de mort de Michael Jackson a été confirmée une seconde fois. Et il attend toujours le moment de son exécution. On peut vraiment dire que Carol n'aura pas eu de chance dans sa vie, avec tout ce qui lui est arrivé, de la tentative de meurtre qu'elle a subie, en passant par ses problèmes de santé. Mais au moins, justice lui a été rendue. Voici pour cette affaire qui était juste folle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez complot en commentaire. Merci d'être toujours présent sur les vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.